Et si la véritable menace ne se trouvait pas là où tout le monde la cherche? Imaginez une traque qui s'étire sur des années entières, traversant des déserts arides, des frontières effondrées, des guerres silencieuses, et où chaque minute d'attente pèse comme un siècle. Pourtant, tout s'est joué en moins de 10 minutes. Ce n'est ni un miracle, ni un simple exploit du hasard, ni même la chance d'un instant. C'est la preuve qu'une main invisible orchestre chaque étape, dicte le tempo et décide de la fin de partie. Pour saisir la portée de cette opération, il faut remonter le fil de l'histoire. Prenons l'exemple de la traque de Pablo Escobar en Colombie, une chasse à l'homme qui a mobilisé des armées, des services de renseignement étrangers et qui a duré des années. Pourtant, la chute du baron de la drogue s'est jouée en quelques heures, au terme d'un patient travail de filature et d'infiltration. Comme pour Escobar, la capture ou la neutralisation de Tal Burima n'était pas l'aboutissement d'un coup de chance, mais le résultat d'une stratégie de longue haleine basée sur l'intelligence du terrain, la patience et la discrétion. Tal Burima n'était jamais caché, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Il était suivi. Pendant tout ce temps, il n'a pas disparu dans la nature, il circulait à l'intérieur d'un réseau souterrain qui irrigue la région du nord de la Libye jusqu'au Soudan, glissant même vers le Burkina Faso. Ce réseau tisse sa toile à travers l'argent, la logistique, les alliances silencieuses. Ce n'est pas là une simple organisation criminelle, mais une véritable infrastructure parallèle, capable de suppléer à l'absence de l'État et de maintenir la cohésion entre des groupes disparates. Quand la porte s'est finalement refermée sur lui, ce n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'une observation froide, d'une patience à toute épreuve et d'une connaissance intime des complicités locales. Pensez à la traque d'Oussama Ben Laden, des années d'écoute, de surveillance et de recoupement pour quelques minutes d'opération. Ces exemples, qu'ils viennent d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, montrent que la rapidité d'une opération n'est que la conséquence d'années de préparation invisible. En moins de 10 minutes, un chef dont le nom rôdait depuis des années a été éliminé avec ceux qui pensaient pouvoir le protéger. Mais l'exploit n'est pas la rapidité du geste. C'est tout le travail en amont. La cartographie patiente, l'attente calculée, la compréhension du système qui opère sous la surface. Derrière chaque porte close, il y a des mois, parfois des années, de veille, d'infiltration, d'écoute attentive des rumeurs et des silences. Cet événement bouleverse notre vision de la lutte contre le terrorisme. Ce que l'on voit n'est qu'une infime partie. L'essentiel se joue dans l'ombre, là où se prennent les vraies décisions, là où l'argent circule, là où les frontières s'effacent par intérêt et non par faiblesse. Si l'on ignore ce qui s'est vraiment passé, on reste aveugle aux forces qui façonnent l'instabilité du Sahel. Et tant qu'on reste aveugle, on devient vulnérable. Les exemples historiques abondent. À chaque fois que l'on a sous-estimé la puissance de l'invisible, les conséquences ont été désastreuses, de la guerre du Vietnam aux Balkans. Pour comprendre la portée de ce tournant, il faut franchir le miroir des apparences. Car savoir qui tire les ficelles, c'est comprendre comment la sécurité ou le chaos d'un pays se construit, loin des projecteurs. L'histoire regorge de ces architectes de l'ombre, de ces logisticiens du désordre qui, sans jamais apparaître à la une, façonnent la destinée des nations. C'est en les débusquant que l'on peut espérer inverser le cours des événements. Derrière l'opération Wannabiba, il y a des années d'enquête et de surveillance patiente, une guerre de l'ombre où chaque indice compte. Voici comment l'État a appris à démanteler ce qui semblait intouchable. Il a fallu écouter, infiltrer, cartographier, mais aussi comprendre les codes sociaux et les réseaux d'influence. En se rappelant les échecs du passé, comme l'opération Serval au Mali, où la victoire militaire n'a pas suffi à stabiliser la région, il est devenu évident qu'il fallait changer de paradigme. Le Sahel, ici, tout se joue loin des projecteurs. L'argent, la mémoire et les liens humains dictent la loi, bien plus que les armes ou les uniformes. Dans ces régions, la parole d'un ancien, la promesse d'un chef de clan valent plus que n'importe quel blindé. Il faut savoir écouter, comprendre et respecter ces dynamiques pour espérer les influencer. Les frontières, pour les puissants du désert, ce ne sont que des traits imaginaires. Tal Burima, par exemple, n'était pas un simple passeur. Il incarnait l'intersection vivante entre la Libye, le Soudan et le Burkina Faso. Là où d'autres voisins du vide lui traçaient des itinéraires invisibles. Un peu comme les contrebandiers du prohibition aux États-Unis qui savaient en déjouer la vigilance des autorités en exploitant les failles du système et les complicités locales. Il a survécu à l'effondrement des États, aux guerres de l'ombre et aux échecs répétés des services de secret. Tal connaissait chaque piste oubliée, chaque poste de contrôle acheté, chaque relais humain prêt à transmettre de l'argent ou des messages au moment parfait. Son pouvoir ne venait pas des armes,
mais de la logistique, les camions, les liasses, la confiance tissée année après année. Comme les mafias italiennes du siècle dernier, il savait que la vraie force, c'est la capacité à organiser le flux, pas à imposer sa loi par la force brute. Sa mission? Assurer la continuité des flux quand tout menace de s'écrouler. Il était la mémoire des routes, le gardien du système clandestin, l'homme qui savait faire tourner la machine dans l'ombre, même quand les regards étaient en tailleur. Grâce à lui, l'économie souterraine perdurait là où l'État échouait à imposer l'ordre. Dans les années 70, au Liban, ce sont justement ces réseaux souterrains qui ont permis aux milices de survivre malgré l'effondrement de l'État central. Les groupes armés ne survivent pas parce qu'ils sont bruyants, mais parce qu'ils savent acheter le silence, louer la loyauté et exploiter chaque angle mort du pouvoir officiel. La circulation ininterrompue des billets CFA en est la preuve. À chaque frontière contournée, à chaque douanier corrompu, c'est l'instabilité qui gagne du terrain. Là où l'État ne voit que du sable, eux voient parfois des opportunités. C'est un principe universel. Là où il y a un vide, quelqu'un vient le remplir, souvent dans l'ombre. Ignorer ces réseaux logistiques, c'est frapper dans le vide. Leur force réside dans l'invisibilité et la résilience. Tant que l'écosystème logistique subsiste, aucune armée ne peut vraiment les éliminer. Les guerres d'Afghanistan et d'Irak l'ont prouvé. Tant que les filières de financement et de circulation des armes n'étaient pas coupées, la guérilla reprenait toujours le dessus. Alors pourquoi tant d'efforts internationaux ont-ils échoué à endiguer la menace? Pourquoi les recettes importées de contre-terrorisme restent-elles impuissantes ici? Les missions de l'ONU, les interventions étrangères, les milliards investis n'ont pas suffi à tarir la source du désordre. Parce que l'erreur a toujours été de cibler le visible, de vouloir occuper le terrain, alors que la vraie guerre se déroule ailleurs. Pour comprendre cette énigme, il faut plonger au cœur d'une opération qui a surpris tous les observateurs, One Habiba. Ce n'était pas une victoire ordinaire. Comme lors de l'arrestation d'El Chapo au Mexique, la rapidité de l'action n'est qu'un trompe-l'œil. Ce sont les mois d'infiltration et de préparation qui ont rendu possible l'exploit. Et si la véritable puissance des réseaux était de rendre l'État aveugle? Pas en se dissimulant dans des déserts oubliés ou des villages isolés, mais en orchestrant l'invisibilité elle-même. Voilà la menace réelle, une force qui échappe au regard, bien plus inquiétante qu'un ennemi armé affichant ses couleurs. Quand l'adversaire devient un fantôme, le combat change de nature. Longtemps, l'État a cru qu'il suffisait de quadriller le territoire, de multiplier les patrouilles et de réagir après chaque attaque. C'était la logique de la force brute, du contrôle visible. Mais sur le terrain, cela n'a fait que souligner l'impuissance. L'adversaire ne cherche pas à tenir la terre, il veut maîtriser les flux. Argent, armes, informations, complicité. C'est la leçon qu'ont tirée les armées lors de la guerre d'Algérie, où les réseaux FLN savaient se rendre invisibles au moment crucial. Tal Burima n'a pas survécu parce qu'il tenait une colline fortifiée. Il était un maillon vital d'un réseau transfrontalier, contournant les lois et s'appuyant sur des liens humains et économiques. Le poursuivre avec des méthodes classiques, c'était tenter d'attraper le vent avec les mains. Comme jadis les trafiquants de diamants en Afrique de l'Ouest, il savait que la mobilité et la discrétion sont les meilleures armes. Alors la doctrine a basculé. L'État a cessé de demander où sont cachés les ennemis et s'est interrogé qui rend cette clandestinité possible. Cette question a changé la partie. On a abandonné la chasse aveugle pour une surveillance patiente, du renseignement humain, une cartographie minutieuse des complicités locales. Ce n'est pas la haute technologie qui a fait la différence, mais une lecture fine des dynamiques sociales et économiques. Les exemples de Singapour ou du Rwanda montrent qu'une compréhension fine du tissu local est plus précieuse que tous les drones ou satellites. La chute de Tal Burima n'a rien eu d'un éclair. Elle a été le fruit d'une lente érosion, parfois des mois, souvent des années, à observer, écouter, comprendre les circuits de l'argent, les silences, les regards détournés. Quand la porte s'est refermée, rien n'était dû au hasard. C'était la conséquence d'une connaissance patiemment tissée, qui a permis de frapper avec précision. C'est la même logique qui a permis d'arrêter les têtes du crime organisé en Italie dans les années 90. Patience, infiltration, discrétion. Persister dans l'ancienne stratégie, c'est gaspiller des ressources, perdre un temps inestimable, et surtout offrir au réseau criminel l'occasion de se réinventer. Pendant que l'État s'épuise à surveiller des routes sans fin, les architectes de l'ombre déplacent déjà leurs pions, achètent de nouveaux soutiens, tracent d'autres chemins. L'histoire du banditisme en France, avec ses célèbres voyous, qui savaient un temps toujours changer de quartier, l'a souvent illustré. L'enjeu est là.
comprendre que la sécurité ne se gagne pas à coup de démonstration de force, ni par le contrôle du décor, mais par la capacité à voir l'invisible, liens, flux, tolérance de silencieuses qui nourrissent la violence. Seule cette lucidité peut empêcher de répéter les mêmes erreurs et protéger l'avenir du pays. À ce titre, la politique des mains propres en Italie a montré l'efficacité du ciblage des réseaux, pas seulement des individus. Mais ce changement de méthode, cette révolution silencieuse, suffit-elle? Que se passe-t-il lorsque, au-delà des réseaux, c'est le cœur même du système qui se retrouve menacé? La prochaine cible ne ressemble plus à un chef de réseau, mais à une institution. Que se passe-t-il quand la corruption, elle aussi, devient invisible? Quand les circuits de financiers occultes infiltrent jusqu'aux plus hautes sphères de l'État? L'exemple du scandale de la BCCI, Bank of Credit and Commerce International, dans les années 90 démontre à quel point la corruption peut gangrener des pays entiers. Quand comprendre le système devient plus puissant que le défier frontalement, c'est ce que l'opération One Habiba vient de démontrer, bouleversant les règles du jeu au Sahel. On ne gagne plus par le nombre de soldats, mais par la maîtrise de l'information et la capacité à déchiffrer ce qui se trame dans l'ombre. La chute de Tal Bourima n'a pas simplement éliminé une cible. Elle a sectionné l'artère logistique qui alimentait la survie des réseaux insurrectionnels. Argent, passage frontalier, complicité locale, tout a été exposé comme la véritable matrice du chaos. Comme lors de l'opération Main propre en Italie, c'est l'ensemble du système qui vacille quand ses relais cachés sont mis à nu. Désormais, chaque intermédiaire sait qu'il n'est plus à l'abri. L'opacité, jadis considérée comme une armure, devient une source d'angoisse. Si un seul maillon peut disparaître sans un bruit, qui sera le prochain à tomber? Cette peur, autrefois réservée à l'État, change de camp. La peur quitte les villages pour s'infiltrer dans les messageries cryptées. Les réseaux ralentissent, hésitent, réduisent leur communication. L'incertitude s'immisce partout, forçant chacun à douter de ses alliés. C'est ce climat de suspicion qui a souvent précipité la chute de réseaux aussi puissants que les cartels colombiens. La confiance, fondement de toute organisation clandestine, se fissure sous le poids de la suspicion. Les chefs hésitent, les décisions s'enlisent, la circulation de l'information se grippe. Ce climat de méfiance use lentement la résilience des groupes insurrectionnels. L'histoire des triades chinoises regorge de cas où la peur de la trahison a causé plus de dégâts que les coups de filet policiers. Mais l'onde de choc va bien au-delà du Burkina Faso. Au Mali, au Niger et plus loin encore, l'exemple burkinabé s'impose. Vitesse, précision, absence totale de spectacle deviennent la nouvelle norme. L'État ne cherche plus à occuper le terrain pour la galerie, mais à dicter le tempo. Comme lors de la lutte contre les Yakuza au Japon, c'est la discrétion qui fait la différence. Contrôler le rythme des opérations pèse désormais plus lourd que tout symbole. La méthode s'affirme, s'appuyer sur le renseignement local, impliquer les communautés, frapper sans prévenir. Ce sont ces choix qui font basculer l'équilibre régional. À titre d'exemple, la lutte contre le banditisme en Sicile a montré l'importance de la collaboration discrète avec les populations locales. Les réactions internationales restent feutrées, mais le signal est ce clair. Il n'existe plus de sanctuaire pour les logisticiens de l'instabilité. Les temps changent et la peur change de camp. Pour les réseaux criminels, la vulnérabilité s'accroît chaque jour. Chaque opération réussie prouve que l'ombre et la connivence ne suffisent de plus. Pour les États, l'enjeu est immense. Il faut ancrer cette nouvelle doctrine et éviter le retour des vieilles habitudes, du spectacle ou de la dépendance extérieure. Le piège serait de croire que l'on a gagné définitivement, alors que l'adversaire sait, lui aussi, s'adapter. Le pari à s'en risquer, mais porteur d'espoir. Couper les racines, c'est empêcher la violence de repousser. Une transformation silencieuse mais irréversible se joue ici. Comme pour la lutte contre la mafia sicilienne, c'est en s'attaquant au système que l'on obtient des résultats durables. Restent les questions. Cette stratégie tiendra-t-elle face à la pression? Et que fera l'adversaire, désormais privé de ses certitudes? L'histoire montre que chaque victoire appelle une riposte, souvent plus subtile, plus insidieuse. Il faut donc rester vigilant, innover, et ne jamais sous-estimer la capacité d'adaptation de l'ennemi. S'attaquer à l'invisible, c'est accepter de réécrire les règles du jeu. Mais comment aller plus loin et transposer cette méthode ailleurs? Première leçon, cesser de confondre le bruit et la puissance. Trop souvent, les États privilégient le spectaculaire, les arrestations filmées ou les grandes annonces. Pourtant, la force véritable, ce sont les réseaux souterrains, logistiques, financiers, humains. L'argent, l'information et la peur circulent hors du regard. C'est là qu'il faut intervenir,
non sur la simple conquête territoriale. L'histoire de la lutte contre les FARC en Colombie montre que c'est la guerre de l'ombre qui décide du destin d'un pays. Deuxième leçon, miser sur l'intelligence locale, cette connaissance intime des usages, des silences, des habitudes. Les vraies victoires naissent d'une patience stratégique, d'une rupture avec les doctrines héritées qui glorifiaient la réaction immédiate. Ici, la discrétion prime, moins de démonstrations publiques, plus de résultats concrets et durables. Les exemples de lutte contre le crime organisé au Japon reposent sur la capacité à s'intégrer dans la communauté, à comprendre ses codes pour mieux l'influencer. Lire les silences devient essentiel. Cela implique de cartographier les flux d'argent, de repérer les transferts de confiance ou d'inquiétude, de déceler qui agit dans l'ombre. Les points de friction ne sont jamais visibles. Ils se dissimulent dans les transferts clandestins, les réseaux de passeurs, la routine qui masque l'exception. C'est là que tout se joue. À titre d'exemple, c'est en surveillant les mouvements atypiques sur les comptes bancaires que l'on a pu démanteler les réseaux de blanchiment d'argent en Europe de l'Est. Troisième leçon, investir dans l'anticipation plutôt que dans la réaction. Cela exige du temps, de la patience et un courage politique pour résister à la pression de l'immédiateté. Ceux qui savent attendre, observer et frapper juste quand il faut, changent la donne. L'accumulation discrète d'informations, le tissage de réseaux d'alerte, piège peu à peu l'invisible. C'est la méthode employée avec succès par les services secrets israéliens ou britanniques. Pour bâtir une sécurité vraiment résiliente, il faut aussi revoir la façon de coopérer à l'international. Il ne s'agit plus de dépendre de technologies importées, mais de construire des capacités autonomes, renseignement, analyse, infiltration, adaptation. Le vrai partenaire est celui qui aide à devenir indépendant, pas à rester sous perfusion. L'exemple du Rwanda, qui a su développer ses propres dispositifs de sécurité après le génocide, peut inspirer bien des pays africains. Le risque pour ceux qui refusent ces leçons est immense. Répéter les erreurs du passé, gaspiller des moyens déjà limités et céder leur avenir à des réseaux qui ignorent tort les frontières. Le spectacle rassure à court terme, mais seule la lucidité stratégique protège sur la durée. L'histoire abonde de ces États qui, aveuglés par l'arrogance, ont vu leur autorité s'effondrer en quelques mois. La boucle est bouclée. La souveraineté ne se proclame pas. Elle s'exerce dans le silence, la constance, la maîtrise du temps long. Mais comment clore cette histoire sans la réduire à un simple fait divers ? Il reste une question. Que révèle vraiment l'opération One Habiba sur l'avenir de la sécurité au Sahel ? Le silence des réseaux cache-t-il déjà la prochaine mutation du conflit ? Sommes-nous à l'aube d'une guerre encore plus invisible, où l'ennemi n'aura plus de visage, mais sera partout et nulle part à la fois ? Le vrai changement naît sans vacarme. Il s'impose et le monde ne retrouve jamais son ancien visage. Comme après la chute du mur de Berlin, rien ne redevient jamais vraiment comme avant. Les lignes de fracture changent, les alliances se recomposent, mais la logique de l'ombre demeure. L'opération One Habiba au Burkina Faso n'a pas seulement clos une traque, elle a dévoilé une vérité glaçante. Ce ne sont pas les fusils qui perpétuent le chaos, mais les réseaux invisibles qui les nourrissent. Tant qu'on détourne les yeux, la violence renaît, sous d'autres noms, d'autres masques. C'est en acceptant de voir l'invisible que l'on peut espérer conjurer la fatalité. En moins de 10 minutes, une ombre s'est effacée. Mais cette fulgurance n'a été possible qu'après des mois, parfois des années, d'écoute patiente, d'analyse et de compréhension des systèmes souterrains. Ce n'est pas le hasard qui a mené à la chute de Tal Burima, mais la décision de plonger là où nul n'osait regarder, entre les lignes du pouvoir, dans les couloirs secrets de l'argent et au cœur des complicités muettes. Ignorer ces réseaux, c'est offrir à l'instabilité les clés de notre avenir. Chaque fois qu'un État se satisfait de la surface, qu'il parade avec des victoires symboliques, il laisse intacts les relais qui propagent la peur. L'enjeu déborde la sécurité d'un pays. C'est toute une région qui joue sa liberté et son destin. C'est la leçon des guerres du XXe siècle. Seul celui qui comprend la profondeur du problème peut espérer y survivre. Exiger la lucidité, c'est refuser d'être spectateur. C'est forcer les États à voir et à agir là où l'on détourne d'ordinaire le regard. La victoire ne se mesure ni aux déclarations ni aux sirènes, mais au silence soudain des flux qui nourrissaient la terreur. C'est la disparition soudaine des échanges suspects, la rupture des complicités qui signale la réussite, et non le tumulte des communiqués officiels. Ceux qui fuirent les vraies questions condamnent l'histoire à se répéter. Mais pour ceux qui osent ouvrir les yeux, chaque opération comme One Habiba est une invitation à rompre la chaîne de l'ignorance, à refuser la fatalité et à penser la sécurité autrement.
Les plus grandes avancées de l'histoire sont nées de cette rupture avec la routine, de ce refus de se contenter des apparences. Souvenez-vous, le changement commence dans l'ombre, quand on accepte de voir l'invisible. Êtes-vous prêt à remettre en cause tout ce que vous pensiez savoir ? La sécurité de demain dépend de notre capacité à répondre à cette question, sans détour, sans illusion, et avec le courage de regarder là